Ok. Eh bien, écoutez, Okay, thank you. bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux de vous accueillir dans ce séminaire, enfin cette visio euh, de SPT. Donc, ces visios, donc ce sont des visios mensuelles. Et aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'accueillir Michel Clanet. Donc, Michel Clanet, vous êtes un neurologue français renommé, hein, spécialisé dans les maladies neurodégénératives, la sclérose en plaques. Vous avez été chef de service de neurologie à l'Institut, à l'hôpital Purpan, hein, et directeur du pôle neurosciences du CHU de Toulouse. Alors, vous avez un parcours très long, hein, puisque vous avez présidé le comité de suivi du plan national maladies neurodégénératives 2014-2019, qui visait à améliorer le diagnostic, l'accompagnement des patients, la qualité de vie des malades et des aidants, et à coordonner la recherche dans ce domaine. Vous avez joué un rôle clé dans l'approche éthique des maladies neuroévolutives. Donc, vous êtes actuellement vice-président de la commission de transparence de la Haute Autorité de santé et le directeur de l'espace éthique régional Occitanie. Vous avez organisé récemment, la semaine dernière, hein, un colloque sur l'éthique en santé et environnement, colloque extrêmement intéressant par la teneur des propos. Alors, c'est pas parce que j'y étais, mais c'est par la, la, qualité de l'ensemble des intervenants. Et nous avons souhaité à ESPT un peu vous inviter pour mieux faire connaître les questions éthiques et en particulier sur ce thème de l'éthique en santé et environnement qui devient un sujet important, hein, pour nous élus en charge de la santé au niveau des collectivités locales. Alors, pour lancer le débat, donc je vais vous laisser intervenir. J'aimerais bien que vous nous parliez des grandes leçons que l'on peut tirer de l'éthique en santé et environnement et comment cette éthique peut guider notre action en tant qu'élus et acteurs locaux dans la santé et environnement. Merci, Michel Grenet, et puis je vous laisse la parole. Alors, merci d'abord à vous, Monsieur Angard, de m'avoir invité. Je suis très flatté, puis très honoré de cette présentation qui, qui est très dithyrambique, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est effectivement d'abord de vous remercier de votre disponibilité également, puisque chaque fois que nous avons organisé des sujets dans le domaine de l'éthique en santé et que nous vous avons invité, que ce soit autour de la démocratie sanitaire, que ce soit autour de l'organisation d'ateliers de fin de vie, etc., vous avez toujours répondu présent et donc c'était tout à fait naturel que je vous réponde également sur ce point. Et j'espère que nous continuerons de collaborer Pas de souci. activement sur ces thématiques. Alors voilà, donc j'ai prévu de vous faire une petite présentation effectivement autour du problème de l'éthique en santé et environnement. Vous dire d'abord pourquoi, ce que sont que les espaces de réflexion éthique, mais très vite, puis vous dire pourquoi les espaces de réflexion éthique s'intéressent à ce sujet. Ensuite, je vous présenterai finalement quelques points qui ont émergé au sein du colloque que nous avons tenu la semaine dernière pour en arriver finalement à des notions qui vous intéressent tout particulièrement, qui sont celles recueillies par les épidémiologistes dans le problème des inégalités de santé, des inégalités d'exposition à l'environnement, et ce qui nous permettra ensuite probablement de discuter. Voilà, donc je pense que je parlerai demi heure à 40 minutes, et en tout cas, vous Très me faites bien. savoir si vous trouvez que c'est trop long. Voilà. Alors, nous avions également eu la chance et le plaisir d'avoir, au cours de notre colloque,
un illustrateur qui, au fur et à mesure du colloque, nous a manifesté sa grande créativité en faisant des dessins, des petits dessins humoristiques qui sont aussi un peu, qui grattent un peu l'épiderme de temps en temps. Et donc, je me suis permis également d'utiliser ces dessins à un moment donné dans cette présentation, parce que je trouve qu'ils sont créatifs et souvent ce type de dessin permet de retenir un certain nombre de choses. Mhm. Alors, les espaces de réflexion éthique, d'abord, il y en a un par région, hein, par grande région en France, à la fois dans l'Hexagone et dans les milieux ultramarins. Ces espaces de réflexion éthique, même si l'idée de les créer date déjà de 2004, ils ont été proposés en 2012, et finalement l'espace de réflexion éthique Occitanie date de 2017, au moment où la grande région a été mise en place. C'est des espaces qui sont théoriquement indépendants et autonomes, mais ils ont un financement par le ministère de la Santé, la DGOS, et par conséquent, nous dépendons de l'administration hospitalière et d'un CHU. Nous avons un site principal à Toulouse et un site d'appui à Montpellier, dans la région Occitanie. Nos missions, elles sont grossièrement centrées sur deux approches différentes. La première, c'est tout ce qui concerne finalement l'acculturation et la réflexion éthique dans la relation de soins et d'accompagnement dans l'environnement, je dirais, du collectif de santé, hein, donc, et des professionnels de santé, que ce soit du sanitaire, du médico-social, du social. Et donc, nous avons des activités importantes dans ce domaine, en particulier au niveau de la formation, et ce d'autant plus que depuis quelques années, la réflexion éthique est rentrée dans les critères de certification ou d'évaluation des établissements sanitaires et médico-sociaux. Et donc, la référence aux espaces de réflexion éthique est toujours de plus en plus présente, et donc beaucoup d'activités dans ce domaine. Et puis l'autre domaine, c'est bien sûr la bioéthique, c'est-à-dire l'éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, donc, mais tournée cette fois-ci vers le citoyen, et donc bras armés dans ce contexte du Comité consultatif national, avec donc une relation étroite avec, avec le comité, et finalement la mise en place de réunions, de rencontres, de conférences ou de colloques ou d'ateliers citoyens autour des grands sujets de la bioéthique et de la santé. Nous en avons eu sur la fin de vie, nous en aurons probablement d'autres, et il y aura très vraisemblablement des états généraux une nouvelle fois de la bioéthique l'année prochaine, puisqu'il est inscrit dans la loi que cette loi de bioéthique doit être révisée tous les 5 ans en raison de l'évolution technologique qu'il y a dans le monde de la santé, de la médecine et de la biologie. Voilà, donc voilà nos activités qui sont nombreuses, et le colloque dont je vous parle s'est inscrit effectivement dans le domaine de l'ouverture vers les citoyens et la prise de conscience de ces sujets. Alors, on peut commencer à dire que finalement, le Comité consultatif national d'éthique a attiré très fortement l'attention sur ce sujet, en particulier par l'avis 125 qui est apparu de manière un peu prémonitoire quelques mois, 2 ans avant la grande pandémie de Covid, hein, et où il a tiré l'attention sur les problèmes de biodiversité et de santé, nouvelles relations de l'humanité avec le vivant. Et les grandes constatations, c'était d'une part de réaffirmer la place de l'humanité et sa responsabilité au sein du vivant, donc. Deuxièmement, c'est de sensibiliser les communautés scientifiques à leurs responsabilités et aux enjeux éthiques des modifications du vivant. On va en reparler tout à l'heure. Troisièmement, c'est d'ouvrir sur l'importance des interactions entre la biodiversité et la santé. On va arriver très rapidement à ce concept d'une seule santé, One Health.
et enfin vers l'importance de la solidarité écologique dans l'éthique des relations de l'humanité et de la nature. Et donc, vous voyez que les problèmes éthiques, ils se posent à l'échelle de la responsabilité, et particulièrement de nos responsabilités individuelles ou collectives vis-à-vis des générations futures, comme Hans Jonas en particulier, le philosophe, l'a conceptualisé. Euh, L'éthique appliquée aux actions qui sont mises en œuvre, est-ce que toutes les actions qui sont mises en œuvre, est-ce qu'elles respectent les principes fondamentaux de l'éthique universelle, de l'éthique en particulier appliquée dans le domaine de la bioéthique? Et puis ensuite, il y a effectivement aussi un grand sujet autour de l'éthique de la recherche. On aura quelques exemples, on parlera peut-être tout à l'heure de l'édition du génome. Bon. Donc, clairement, les espaces de réflexion éthique sont là et la réflexion éthique est là pourquoi? Bien, pour essayer justement, non pas de prendre des positions particulières, des positions telles que les militants peuvent les prendre, mais simplement pour éveiller la conscience sur ces sujets, faire prendre conscience non seulement dans le monde professionnel, mais des citoyens sur l'importance de ces sujets, tout particulièrement dans une période politique internationale que nous vivons, dans laquelle finalement ce sujet semble être à nouveau un petit peu mis sous le boisseau. Alors, le concept d'une santé, hein, One Health, c'est les principes, les 12 principes de Manhattan en 2004. Hein. C'est une seule santé, une approche intégrée et unificatrice, hein, qui unit la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Hein. Et donc, ce concept, il reconnaît, comme c'est explicité, que la santé des humains, la santé des animaux domestiques et des animaux sauvages, des plantes de l'environnement, des écosystèmes sont étroitement liés et très interdépendants. Et que l'importance des facteurs de stress mondiaux d'origine anthropique, l'anthropocène, l'utilisation des terres, le changement climatique, la baisse de la biodiversité, les conséquences sur la santé humaine, bien tout cela, c'est lié. Hein. Et donc, il est important de prendre conscience de cet aspect et de ne pas considérer la nature comme des prédateurs, mais comme nous en avons discuté l'autre jour, à la fin de notre colloque, nous sommes comme deux philosophes qui se disputaient pour savoir si nous étions des singes ou si les humains étaient des singes un petit peu différents. J'ai rappelé que pour les scientifiques, nous sommes tous des primates. Il y a les primates humains et les primates non humains, mais que nous sommes également dans cet environnement et que nous sommes également des animaux, même si nous savons que nous sommes des humains. Voilà. Et donc, nous avons créé l'espace de réflexion éthique, un groupe de travail sur les problèmes de santé et d'environnement. Et dans ce groupe de travail, assez rapidement, il nous est apparu qu'il serait intéressant et important de mettre en place un colloque, colloque destiné aux citoyens, que nous avons organisé à Toulouse la semaine dernière. Nous étions un peu inquiets sur la participation parce qu'on ne savait pas finalement quelle serait l'attractivité que pourrait avoir ce colloque, et nous avons été assez surpris que très rapidement, dès que nous l'avons annoncé, le nombre d'inscrits a augmenté assez vite et nous avons été obligés de bloquer les inscriptions parce que la taille de la salle était effectivement un peu limitée, mais il est enregistré. Et donc, au travers de ce colloque, nous avons fait appel à des scientifiques de haut niveau pour venir nous parler de ce qu'ils étaient en train de faire sur quelques thématiques différentes. Et donc, c'est finalement, je vais vous faire voyager au travers de ce qu'ils nous ont dit pendant ces quelques minutes. Et puis, j'aborderai le sujet après sous l'angle de l'épidémiologie et je terminerai sous l'angle des inégalités. Voilà, donc
pour ouvrir le débat. J'espère que nous n'en sommes pas là, mais que finalement nous aurons un avenir un peu moins pénible que les dinosaures. Mais nous avons commencé avec un collègue de Montpellier, Vincent de Victor, qui est un brillant scientifique qui, l'année dernière, a fait une publication dans une énorme revue, une revue scientifique internationale qui est le Proceeding des Académies de sciences des États-Unis, dans laquelle il parlait de la perte de la biodiversité des oiseaux. Et donc, il a commencé le colloque en nous faisant entendre des bruits d'oiseaux pour nous dire ensuite que, en fait, nous sommes en train de constater un déclin massif, rapide des espèces communes des oiseaux. Et donc, cela repose sur un travail scientifique qui s'étale sur plus d'une dizaine d'années, qui a fait l'objet d'observations minutieuses, et je ne détaille pas la méthodologie de ces observations dans toute l'Europe, extrêmement rigoureuses, de comptage d'oiseaux réitérés par les mêmes personnes pendant des années, dans des environnements multiples et différents. Et donc, il nous dit que plus de la moitié des oiseaux des champs ont disparu depuis 1980. C'est vrai aussi dans des oiseaux urbains. Et donc, vous voyez, 25% globalement de cette perte. Alors, il nous dit que les facteurs majeurs de la perte d'oiseaux, et ça c'est également démontré, c'est d'une part la déforestation massive, c'est deuxièmement l'industrie agroalimentaire qui, en dehors des oiseaux, fait disparaître aussi les insectes, les papillons, etc. Et puis c'est le réchauffement climatique. Hein. Et donc, il y a d'autres facteurs, mais c'est ces facteurs qui sont au-dessous, là, depuis les éoliennes en passant par les lignes à haute tension et la circulation automobile, ainsi que les prédateurs et les prédateurs humains que sont les chasseurs, représentent des causes très marginales. Alors, ce que j'ai appris et que je ne savais pas, et je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai appris que finalement, la majorité des oiseaux actuellement sont représentés par essentiellement les poulets d'élevage et l'ensemble des oiseaux d'élevage, et que finalement, les oiseaux sauvages, ça représente uniquement 30% des oiseaux du total des oiseaux mondiaux, alors que les poulets représentent 70%. Et donc, c'est sur ce sujet qu'il a commencé d'aborder et qu'il nous a sensibilisés, avec bien sûr une brillante présentation. Et pour ceux qui seront intéressés, bien sûr, toutes les vidéos seront très rapidement sur le site de l'espace de réflexion éthique Occitanie. Le deuxième intervenant est un intervenant aussi extrêmement brillant, directeur de recherche au CNRS, qui s'intéresse, lui, au mécanisme des épidémies, des zoonoses, hein, des grandes épidémies mondiales. Hein, et donc, pour vous rappeler la période que nous avons vécue et des corrélations qu'il peut y avoir entre les zoonoses et puis le développement massif de l'élevage et d'autres aspects. Alors, il nous a dit, Serge Morand, donc, qui est actuellement en mission en Thaïlande et qui travaille dans des écosystèmes en Thaïlande. Il nous a précisé effectivement que nous avions, je vous le montrerai sur la diapositive qui vient après, que nous assistions à une épidémie d'épidémie, de pandémie, hein, et que ces épidémies de pandémie, elles sont essentiellement liées à la perte de la biodiversité et à la déforestation et à l'augmentation massive de l'élevage.
Et donc là aussi, j'ai appris que la majorité de la biomasse, vous voyez, plus de 70% était représentée par les animaux d'élevage, 30% par les humains, et puis tout le reste, après, c'est tout et les animaux sauvages représentent très peu dans le cadre de cette biomasse. Et donc, si vous voyez l'augmentation de l'élevage, que ce soit les vaches, les cochons ou les poulets, eh bien, ils sont leur augmentation, que vous avez un abscisse ici, et l'augmentation des pandémies sont étroitement corrélées. Et il nous a expliqué également que en fait, la diminution de la biodiversité est un élément majeur là-dedans, puisque la biodiversité représentait et représente un élément très important de régulation de la transmission des virus et autres bactéries ou parasites. Et donc, vous voyez, c'est finalement l'urbanisation, la perte de la biodiversité, la déforestation, l'intensification de l'agriculture et surtout le commerce et finalement la globalisation mondiale qui, tous ces aspects-là et tous ces facteurs-là jouent un rôle majeur dans ces pandémies. Et donc, il est très probable que nous-mêmes ou nos générations et les générations qui vont venir derrière nous vont avoir à faire face à de nouvelles pandémies qu'il va falloir s'y préparer. Et d'ailleurs, c'est bien ce que on nous dit que nos politiques, et en particulier dans le domaine de la santé publique, sont en train de s'y préparer. Et donc, la transmission aux interfaces des zoonoses est l'élément déterminant dans l'augmentation et la diffusion des épidémies. Je pense que c'est un sujet qui est un sujet extrêmement important également. Le troisième élément, c'était Michel Duru, qui est un ancien de l'INRAE, qui nous a parlé des systèmes agroalimentaires. Donc, rappeler encore une fois que les bien-être de santé animale, la santé des agrosystèmes, du système terre et le bien-être humain sont liés. Et donc, là-dedans, il nous a amené à réfléchir à l'agriculture, les systèmes d'agriculture et les systèmes alimentaires, pour nous préciser que finalement, aujourd'hui, les paysans sont confrontés à deux grands types d'agriculture, et on l'a vu, et vous l'avez vu récemment là, au cours de ces dernières périodes. Il y a finalement une tension entre deux types de pratiques agricoles, celles qui sont l'agriculture intensive, hein, et donc avec même si aujourd'hui il y a développement de nouvelles technologies euh, et une tentative d'essayer de diminuer les intrants d'origine fossile, mais on essaie bien sûr de réduire les impacts, mais on continue de développer cette industrie agroalimentaire, et donc en sachant qu'elle a un impact tout à fait considérable sur la baisse de la biodiversité, et d'autre part, donc, un autre type d'agriculture qui serait une agriculture régénératrice forte, qui permettrait effectivement, avec une biodiversité planifiée, des intrants organiques, et donc de pouvoir permettre effectivement de reconstituer les sols, les paysages, et de pouvoir apporter et aborder un autre type d'agriculture. Et bien entendu, nos paysans et nos agriculteurs sont donc dans une situation extrêmement difficile, hein, entre les diverses tensions auxquelles ils sont soumis, tensions économiques, tensions écologiques, etc. Et donc, je pense que c'est un sujet dans lequel l'éthique, effectivement, est importante.
Alors, il a attiré sur l'attention, bien sûr, sur qu'est-ce que ce pourrait être une agriculture saine et durable, donc avec la moindre consommation des protéines animales, vous savez, le régime méditerranéen qui est recommandé par ailleurs pour diminuer les facteurs de risque cardiovasculaire, hein. Le développement de l'agroécologie, les fruits, légumes, légumineuses, dans les champs et dans les assiettes, et je sais très bien que ce sont des sujets que vous, élus dans les municipalités, abordent tous les jours pour savoir ce que vous allez mettre dans les assiettes de nos écoliers, hein. Moins de fabrication, de consommation d'aliments ultra transformés, et puis essayer de les circuits courts, la territorialisation des systèmes alimentaires, donc tout ça est des sujets dont vous avez entendu parler et que vous connaissez et qui sont des sujets extrêmement difficiles. Alors, je voudrais maintenant aborder avec vous le problème finalement de l'exposition à l'environnement et de ses conséquences sur les humains au travers de la notion de l'exposome. Donc l'exposome, vous le savez, c'est les épidémiologistes qui ont mis ça en avant. Donc c'est essayer de prendre en compte pour l'ensemble ou des individus ou d'une population, hein, toutes les expositions environnementales auxquelles ils peuvent être soumis. Et donc, ces expositions, ce sont aussi bien des expositions à l'environnement général extérieur, et donc on vient d'en parler, mais également tout ce qui concerne l'environnement socio-psychosocial, hein. Et donc, c'est également l'environnement spécifique externe concernant les toxiques, l'air, l'eau, la pollution, l'alimentation, les rayonnements, etc. Et puis, c'est aussi notre environnement interne. Je vous rappelle que nous hébergeons des centaines de milliards de bactéries, des dizaines de milliards de bactéries dans le microbiote intestinal et que de plus en plus, cette notion de microbiote intestinal joue, on fait jouer à ce microbiote dans le mécanisme de certaines maladies un rôle très important, en particulier dans le développement de maladies auto-immunes ou de maladies neurodégénératives, maladies de Parkinson, maladies d'Alzheimer, par exemple. Et donc, les notions d'épigénétique, les composés endogènes, etc., tout ceci, c'est donc l'exposome. Et donc, l'objectif des épidémiologistes, c'est d'essayer de voir quelles sont les relations qu'il peut y avoir entre ces expositions à l'environnement et le retentissement sur la santé, le retentissement sur la santé de l'individu. Alors, j'attire votre attention, vous le connaissez sans doute, hein, mais quelques points sur lesquels j'attire votre attention plus globalement, c'est le rapport d'abord de Santé publique France 2025 qui attire l'attention sur un grand travail qu'ils ont fait au cours des 10 dernières années sur les bénéfices potentiels pour la santé d'une réduction de la pollution de l'air ambiant en France hexagonale. Alors, la présence de particules fines ou de dioxyde d'azote, là, bien on est certain actuellement qu'il y a une relation importante entre leur présence et leur augmentation, leur taux, et la présence de maladies respiratoires, donc en particulier le cancer du poumon, les bronchopneumopathies chroniques obstructives et l'asthme, et en particulier l'asthme des enfants, hein. Les maladies cardiovasculaires également, hypertension artérielle, infarctus aigu, du myocarde ou accident vasculaire cérébral, c'est démontré, et les maladies métaboliques comme le diabète en particulier. Et donc ils ont calculé en fonction des seuils, des taux, etc. C'est un travail extrêmement minutieux, extrêmement sérieux, que cette réduction, une réduction des taux moyens de ces taux jusqu'à la valeur guide de l'OMS permettrait d'éviter en moyenne 15 ou 14, presque 15% de nouveaux cas d'asthme de l'enfant,
et de 30 000 nouveaux cas avec du bénéfice annuel, vous voyez. Et donc, il y a dans ce rapport également une étude sur les, les, les sur une étude économique exactement et sur les bénéfices économiques qui pourraient en résulter. C'est un travail extrêmement considérable et extrêmement intéressant avec, vous voyez, une distribution communale des concentrations moyennes de ces particules fines et de dioxyde d'azote. On est plutôt mieux placé en Occitanie que dans d'autres régions de France. Hein. Vous le voyez, plus c'est rouge, plus il y en a. Euh, et même si, et je pense il faut le reconnaître également, ils le disent, qu'entre les années 2005 et 2015 ou 2018, puisque ça s'arrête en 2019, je crois, les études de ce rapport, ces taux ont incontestablement diminué en France. Et il faut qu'ils continuent de diminuer. Et donc, comment les faire diminuer? Bien sûr, la diminution du trafic routier, l'amélioration des conditions de chauffage. Je crois que vous connaissez tout cela, vous, les élus qui s'intéressaient à la santé, les bonnes pratiques agricoles et puis la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ces domaines. Et en ce qui nous concerne, nous, professionnels de la santé, je rappellerai simplement que l'empreinte carbone du monde de la santé représente 8% de l'ensemble de l'empreinte carbone de la France. Donc nous avons également à balayer devant notre porte. Nous avons également, et nous, alors je ne parle pas, on en parlera si vous voulez tout à l'heure en discussion, je ne parle pas des pesticides et autres, et autres polluants perturbateurs endocriniens, mais on pourra en discuter si vous voulez tout à l'heure. Mais je rappelle simplement qu'il y a un rapport de l'INSERM qui a été publié en 2021 ou 2023, 2021 je pense, sur le rôle des pesticides dans l'apparition de certains types de maladies, avec une présomption scientifique telle qu'il considère que l'association est une association prouvée, en particulier entre les pesticides, certaines maladies hématologiques comme les lymphomes non-Hodgkiniens, mais aussi les maladies neurodégénératives, les maladies cardiovasculaires. Et en particulier, vous savez que, si vous ne savez pas, je vous le précise, quand je m'occupais des maladies neurodégénératives, nous l'avions précisé, mais la maladie de Parkinson est une maladie considérée comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs et particulièrement chez les viticulteurs dans nos régions, puisqu'il est clairement démontré qu'il y a une association avec un lien de causalité entre l'augmentation de l'incidence de la maladie de Parkinson chez les Parkinsoniens par rapport à la population, chez les viticulteurs par rapport à la population générale. Le chlordécone également a produit en Guadeloupe, en dehors des pathologies dont on a parlé, l'apparition d'une maladie neurodégénérative qui ressemble à la maladie de Parkinson et pour laquelle des collègues ont fait des travaux de recherche et ont confirmé effectivement cette relation. Donc incontestablement, cela existe. Et donc nous avons invité une épidémiologiste qui a travaillé d'ailleurs à la présentation que je vous ai faite du rapport Santé publique France, mais qui travaille également sur le problème de la relation entre les inégalités sociales et les inégalités d'environnement, les inégalités sociales de santé et les inégalités d'environnement, pour savoir quelles sont leurs implications. Et donc, elle a fait un travail assez considérable pour essayer de savoir finalement quelles étaient quelles étaient les relations entre les différentiels d'exposition, donc qui réfèrent aux variations dans la nature de l'exposition aux risques environnementaux entre les différents groupes de population, et puis les différentiels de vulnérabilité, c'est-à-dire les inégalités sociales de santé.
Et donc, elle nous a démontré que dans les trois villes dans lesquelles elle avait beaucoup travaillé, Lille, Lyon, Strasbourg et Paris, les quatre villes, eh bien, c'était pas aussi, les relations n'étaient pas aussi claires que cela. Il y a des villes dans lesquelles, comme Lille par exemple, c'est les quartiers les plus défavorisés qui sont en même temps les plus pollués. Mais vous voyez que dans Paris intramuros, par exemple, cette relation n'est pas obligatoirement aussi vraie. Et donc, dans Lyon ou Strasbourg, vous voyez également que suivant les endroits où on cherche cela, les relations ne sont pas les relations aussi nettes. C'est un peu plus complexe. Mais les constats qu'elle nous a fait partager, c'était premièrement que, bien sûr, vous le savez, les inégalités environnementales existent en France, comme les inégalités sociales de santé, particulièrement dans notre région Occitanie, que les formes de relations entre défavorisation socio-économique et les défavorisations environnementales sont différentes, ce qui rend un peu plus difficile, finalement, la mise en œuvre d'interventions de la réduction de ces inégalités. Mais quand même, l'impact sur la santé est toujours en défaveur des populations les plus défavorisées, et l'impact sur la santé est toujours et malgré tout, donc elle l'a mis deux fois, excusez-moi, et je vous l'ai remis deux fois, c'est toujours en défaveur des populations, comme nous l'a fait présenter notre illustrateur. C'est pas bon de cumuler les histogrammes, milieu défavorisé plus territoire égale mortalité plus élevée, quoi. Donc, en conclusion, elle nous précise qu'il faut intégrer le fait que les expositions environnementales s'accumulent différemment au cours de la vie pour les personnes défavorisées, aux résidents dans les quartiers défavorisés. Il faut renforcer la prise en compte des enjeux sociaux dans l'établissement et l'élaboration des politiques visant à améliorer la qualité de notre environnement. Et je sais que Gilbert Angard a discuté avec elle, en particulier sur l'importance que les politiques que vous êtes aimeriez avoir des chiffres dans vos environnements pour savoir effectivement comment mieux orienter vos activités, adapter de façon proportionnelle les interventions et les prises de décision au niveau de la défaveur socio-économique de la population considérée. Voilà, et donc finalement, ça c'est un clin d'œil à M. Angard, c'est le dessin qu'il faisait pendant que M. Angard s'exprimait sur l'importance et l'intérêt d'avoir des données pour pouvoir mieux agir. Et le second, c'est, ben, écoutez, on va discuter, hein. Les scientifiques ont fait leur boulot, place à l'action politique. Et donc, c'est sur ce petit clin d'œil que je vais ouvrir la discussion et je vais arrêter le partage. Merci, Monsieur Canet. Voilà. Alors, le, le dessin se faisait derrière mon dos, hein, donc je ne l'ai pas vu, donc je le découvre. Voilà. Vous Merci, pouvez le découvrir. merci. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de questions. Moi, peut-être vous en poser une tout de suite, hein. Euh, au niveau du rôle que pourraient amener les espaces éthiques régionaux par rapport aux élus locaux. Comment vous le voyez, hein? Dans la précédente rencontre où j'avais participé avec vous, là, au colloque précédent, hein, j'avais souhaité, hein, et j'en avais parlé à Laurent Schmitt, le président de la CRSA, que les ERE, les espaces éthiques régionaux et les CRSA travaillent ensemble, hein, parce que je pense que vous amenez à une espèce de boussole, hein, pour l'action. Comment vous verriez le travail ou l'apport des espaces éthiques régionaux aux acteurs locaux, même on va au-delà des élus, mais techniciens, etc. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Alors, bah, si vous voulez, moi j'en ai une et ça peut nous permettre effectivement de préparer. Euh, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh,
le comité consultatif national d'éthique est en train de se reconstituer puisqu'il y a une partie de leurs membres qui était arrivée en fin de mandat et donc il est en train de se reconstituer. Donc il sera opérationnel maintenant, là d'ailleurs. Et donc Jean-François Delfrécy va euh, relancer la mise en place d'états généraux de la santé de la bioéthique et de la santé, comme il l'avait fait il y a quelques années à l'occasion de la révision des lois de bioéthique. Et donc, il va y avoir une révision obligatoire de la loi de bioéthique dans les prochaines années. Alors, bien sûr, les calendriers politiques sont un peu, un peu bousculés, mais ça va se faire. Et donc, de toute façon, nous organisons des états généraux. Et donc, l'objectif qui nous est proposé par le Comité consultatif national d'éthique, c'est sur des thématiques importantes qui sont des thématiques de la bioéthique et de la vie, c'est d'organiser dans les territoires des ateliers citoyens autour de thématiques. Et je pense que le problème, que la thématique santé-environnement va être une thématique qui sera une thématique importante. Et donc, j'imagine, entre autres choses, mais que essayer d'organiser de façon peut-être plus structurée que nous ne l'avions fait quand nous avions fait des ateliers fin de vie, que nous étions venus à Albi, peut-être organiser dans les villes dans lesquelles vous souhaitez que ça puisse se faire, avec vous, en partenariat, des réunions autour de grandes thématiques dans lesquelles on fait participer les élus et les citoyens sur des sujets qui sont majeurs, effectivement, sur ces points-là. Ça, me semble-t-il, une des façons euh, au travers desquelles les espaces éthiques pourraient interagir avec vous. La deuxième, c'est effectivement, à un moment donné, et vous l'avez dit l'autre jour à la réunion, c'est vous avez besoin d'un certain nombre de liens avec des scientifiques ou d'autres spécialistes ou d'autres experts. Et donc, on peut également, avec vous, soit vous mettre en relation avec ces personnes, soit éventuellement, là encore, peut-être organiser des petites réunions au sein des groupes d'élus sur des sujets particuliers et des points particuliers qui pourraient vous aider à mettre en place et à réfléchir à la mise en place de cela. Et après, on est aussi là pour vous accompagner si vous avez des demandes de formation spécifiques sur certains points, quoi. Voilà, donc il me semble que c'est là, bien sûr, toujours sous l'angle de l'éthique et du respect de la réflexion éthique dans les grands principes qui sont développés sur ces sujets. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, vous répondez bien à la question, mais je pense que Véronique Garnier, qui est la première vice-présidente de SPT et qui est la présidente du comité d'animation des territoires et qui intervient beaucoup sur la santé-environnement, a tout un tas de questions à vous poser. Si tu J'ai mets une ton certaine micro, pression, j'ai une certaine pression pour que les questions soient à la hauteur. Merci infiniment en tous les cas pour votre présentation et qui reprend des thèmes qui en effet ont dû susciter beaucoup d'intérêt au sein du colloque. La première question que j'avais, avant bien sûr de laisser la place à d'autres questions, je vois que Georges de Marseille est connecté et qu'il y a aussi toute une... Enfin, Georges le dira mieux que moi, je vois qu'il y a d'autres personnes de Marseille, mais en tous les cas, d'installer une seule santé de manière plus concrète aussi dans les territoires. Donc là, peut-être entre éthique et concret, je ne veux pas faire de différence à ce stade de notre discussion, mais les personnes, est-ce que vous avez une idée du profil des personnes qui sont venues au colloque? Vous disiez que vous aviez dû même refuser. Et finalement, est-ce que vous pensez, alors je vais être un petit peu provocatrice et je m'en excuse par avance,
Est-ce que vous pensez que enfin, vous aviez, comme vous l'avez évoqué, hein, des scientifiques présents qui, sur ce sujet, sont toujours absolument passionnants à écouter. Est-ce que vous pensez que le public finalement s'est déplacé pour écouter ces scientifiques ou est-ce que d'y mettre de l'éthique et qu'est-ce qu'ils attendaient de l'éthique sur un sujet comme ça? Alors pour être très franc, nous étions très inquiets. Parce que l'année dernière, nous avions fait euh, au musée des abattoirs, en partenariat avec le musée des abattoirs à Toulouse, il y avait une exposition sur les paysans et artistique autour de la vie, des difficultés des paysans. Et donc, nous en avions profité pour essayer de faire une soirée qui était une soirée dans laquelle on avait invité des artistes, un artiste et puis un scientifique, effectivement, à faire une conférence sur ces sujets. Alors, bien sûr, on avait de la part de la municipalité de Toulouse une concurrence forte, puisque ils ouvraient à ce moment-là un festival à Toulouse d'art, je ne me souviens plus lequel, et par conséquent, on n'avait eu pas beaucoup de monde dans la salle. Donc on s'était dit que ça pourrait être un petit peu difficile, et donc quand on a organisé ce colloque, on était vraiment très perplexe sur l'intérêt que les citoyens pourraient avoir. Et puis, nous nous sommes rendus compte assez rapidement que, alors, il y avait des inscriptions qui arrivaient de manière assez rapide. Alors, bien sûr, nous avons, je dirais, à tous nos colloques, un public qui nous suit régulièrement, qui est les gens intéressés à cela, mais nous avons été frappés de voir qu'il y avait aussi beaucoup d'étudiants qui sont venus, euh, en particulier des étudiants en sciences, mais pas que, des étudiants en santé également, et puis des citoyens, des personnes de la ville, et des personnes qui sont venues ou qui venaient d'environnements dans les territoires autour de Toulouse, ou qui nous ont demandé s'ils auraient la possibilité d'avoir accès à la captation de ce. Donc voilà, je crois qu'il y a quand même dans un public qui est un public, je dirais, que je qualifierais quand même d'un peu averti, quoi, hein, mais qu'il y a quand même eu un certain intérêt à cela. Alors, ce que nous avons regretté, c'est nous avions, dans les cadres des tables rondes qui ont suivi les présentations de conférences, nous avions envisagé également la participation d'un certain nombre de personnalités, comme M. Angard, et nous avions envisagé la présence du vice-président de la région qui s'occupe qui est lui-même agriculteur et qui s'intéresse et qui s'occupe des problèmes agricoles de la région. Malheureusement, au dernier moment, il nous a dit qu'il ne pouvait pas venir et qu'il ne venait pas. Voilà, et ça, on l'a un petit peu regretté. Et puis, voilà. Donc, et je devais avoir également, et je le regrette beaucoup parce que là, lui, il m'avait dit oui. Vous connaissez sans doute le professeur François Chollet, hein, qui est un élu de la municipalité de Toulouse et qui est chargé justement des problèmes de santé, qui avait beaucoup de choses à nous dire. Je l'avais rencontré auparavant et il devait venir là. Et puis, le conseil municipal a été le calendrier du conseil municipal a été modifié et il a eu lieu le même jour et donc il n'a pas pu se libérer. Et ça, je l'ai regretté parce que je pense qu'il avait aussi beaucoup de choses à nous dire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau la grande métropole toulousaine et que j'aurais bien aimé qu'il puisse en parler, mais ce n'est que partie remise. Voilà. Oui, Georges, je vous ai Oui, interpellé. Je vois que dernier jour. Marseille est en force, donc c'est Non, intéressant j'ai entendu ce que vous disiez, j'ai de une connexion partager intéressante. toute votre démarche et justement, en participant à ce webinaire, qu'est-ce que vous attendez de mettre de l'éthique sur ce sujet ou dans les villes aussi, on a, comme je vous le disais, Monsieur Clanet, une revendication, entre guillemets, de donner du concret à ce concept, notamment une seule santé, hein, parce que là, c'est
Voilà, euh, donc c'est pour ça que Georges, je me suis permis de vous interpeller. Non, mais vous avez raison. Je vous remercie parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est porté fortement par la ville, hein, et Michel Rubirola l'a mis vraiment à tel point que c'est une mission spéciale qui est définie pour. Mais c'est dommage qu'ils soient pas là pour en parler parce qu'ils auraient été les mieux pour exposer un petit peu ce qui est fait, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont à faire, mais on a la grande difficulté pour moi, et ça n'engage que moi, c'est que cette culture commune, en fait, l'écart qu'il y a entre justement tous ces concepts, tout de rentrer dans toutes ces données. Et puis, comment on le fait vivre au quotidien? Comment vous rentrez dans des quartiers? On parle des quartiers défavorisés. Nous, on a les quartiers nord où là, il faut arriver à faire rentrer quelque chose qui est très conceptuel avec des actions très concrètes, en fait, hein. Donc, et quand on rentre dans des actions très concrètes, on peut se retrouver aussi comme des extrémistes de l'écologie ou des choses comme ça. Donc, il y a tout cet équilibre qui est de dire jusqu'où, et je pense que la notion d'éthique est importante parce que on peut subvenir à une association, à quelque chose qui fait quelque chose, mais sur le plan éthique, on n'a pas, comme en médecine, je dirais, ce comité d'éthique qui dit, bon, ben, en effet, on va dans le sens parce que il y a des contre-courants et ça, on peut pas le nier, hein. C'est certain. Je pense que donc la mission actuellement, elle se met en place, elle conduit des actions qui sont et l'idée, c'est de conduire autour d'une école, quelque chose, d'avoir des actions très ciblées pour arriver à montrer justement l'impact, à montrer, à plus qu'on puisse démontrer. Mais ça prendra du temps. Alors on est quand même dans l'urgence, là, presque tout ce que l'on peut entendre. Donc participer pour nous, participer, et j'ai un médecin qui est Agathe Plantier qui nous a rejoint et qui est à Marseille depuis peu et qui est faire ce lien autrement justement entre la santé, une seule santé, toute cette approche pour arriver à décloisonner en fait. C'est qu'on a un gros et une ville comme Marseille et même au sein de la ville, on a des cloisons, et c'est d'arriver à créer toutes ces passerelles et à faire un travail ensemble dans cette option quoi. Alors, j'ai deux points de réflexion à la suite de votre intervention et de votre commentaire. Alors, le premier, hein, nous ne sommes pas, nous sommes extrêmement modestes, hein. Je dirais que l'impact de ce que peut faire à un moment donné un espace de réflexion éthique, essayer de sensibiliser un petit peu les consciences dans des villes, essayer de... Voilà, c'est un petit impact parmi d'autres, et je pense que les actions que vous pouvez mener ont certainement beaucoup plus d'impact que ce que nous pouvons en avoir, même si on est en même temps dans la même démarche, hein, mais voilà, ça c'est le premier point, je crois que c'est essayer de profiter de tous les événements qui existent autour de cela pour essayer justement de sensibiliser, de faire prendre conscience aux gens de l'importance de cette situation. Le deuxième point dont vous avez parlé, je fais référence au médecin, la Madame Degaine, qui a présenté les inégalités. Elle montrait comment également elle est en train de s'impliquer dans des actions en tant que médecin épidémiologiste, justement dans des actions avec certaines municipalités, justement pour des actions ponctuelles, pour pouvoir démontrer effectivement que, par exemple, elle nous a parlé de ce qui se faisait autour d'écoles, justement, d'essayer de diminuer les particules fines autour des écoles en diminuant l'accès à ces écoles-là, etc. Et donc réfléchir immédiatement à si on déplace des écoles, comment on va faire pour qu'elles puissent être accessibles assez facilement et qu'on ne soit pas obligé de prendre la voiture pour aller apporter les enfants à l'école, ce qui va augmenter les particules fines auxquelles nos enfants qui vont être dans ces écoles et qui vont sortir de ces écoles vont être confrontés, etc. Donc elle nous a donné des exemples là-dessus. Je pense effectivement que peut-être des actions concertées entre des élus tels que vous et des spécialistes ou des experts de santé publique et d'épidémiologie
ou comme le demandait Gilbert Hangard à Madame Deguin l'autre jour, comment fait-on, nous, pour avoir des données sur nos environnements, pour savoir où on pourrait faire porter de façon plus spécifique certaines de nos actions, et en même temps pouvoir faire prendre conscience à ces personnes-là. Oui, tout ça, ces sujets sont des sujets qui sont des sujets très importants, de même que plus globalement, le problème de savoir comment on aborde les sujets des inégalités sociales en santé. Vous savez que le problème, il y a les approches de type compensation et que d'autres personnes pensent que c'est plus structurel et qu'il faut agir de façon plus approfondie, etc. Bon, tout ça, c'est des sujets qui sont des sujets majeurs et sur lesquels il y a des domaines de recherche extrêmement importants. Mais la possibilité que nous avons là, c'est aussi de vous mettre en relation avec toutes ces personnes-là. Je comprends que agir dans les quartiers nord et mettre en place des actions justement non uniquement de sensibilisation, mais d'action, de véritable action dans ces quartiers, ça doit être assez compliqué et pas toujours compris. Hein. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à Paris pour se rendre compte que. Hein, et c'est la raison pour laquelle ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur le fait que les inégalités sociales de santé, eh bien, les gens qui sont à la périphérie, plus loin que le périphérique à Paris, ben, finalement, l'impact environnemental il est moins important que les bobos qui sont autour du périphérique à Paris et qui sont soumis à une exposition environnementale finalement plus importante que les gens qui ont été déplacés, qui sont dans des périphéries parisiennes. Hein, donc, c'est pas simple, effectivement. Je vois que l'équipe de la mission Une seule santé de Marseille est présente, donc surtout, on vous donne la parole ensuite, hein, Gilbert. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, on est l'équipe Une seule santé dont parlait Georges. Donc, on vient rapidement parce qu'on enchaîne sur une autre réunion, mais on voulait au moins vous saluer. Et c'est vrai que le sujet de l'éthique, on avait envie de le creuser un peu pour rejoindre ce qui a été dit. Simplement, on l'envisage beaucoup comme un exercice de désanthropocentrisme, le concept d'une seule santé. Donc, comment est-ce que dans les politiques publiques, on fait en sorte que tout le monde se mette à se questionner sur la place de l'humain parmi les autres vivants et comment est-ce qu'on revalorise les autres vivants comme des acteurs du soin eux aussi, pour que la santé soit perçue comme un bien commun et non pas comme juste la propriété des humains et les autres vivants étant plutôt perçus comme des risques. Donc il y a un gros travail à faire sur ça, sur ces représentations-là. Du point de vue aussi des vulnérabilités, c'est-à-dire que on a tendance à penser les inégalités sociales indépendamment des enjeux de santé. Or, quand on s'intéresse aux vivants, végétaux, animaux, écosystèmes, et qu'on inclut aussi tous les soins qu'on doit faire aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité, en fait, là, je m'exprime très mal, mais c'est un ensemble à penser en commun, en fait. C'est comment est-ce que certains humains dominants ont des privilèges dans l'accès aux soins et dans la façon de bien s'alimenter, dans la façon d'avoir des quartiers dans lesquels on respire un air plus pur parce qu'il y a moins de circulation, parce qu'il y a moins d'exposition au risque en général. Et donc, il y a toute une partie des vivants, humains et non humains, qui sont exposés à plus de risques vis-à-vis de tous les déterminants de la santé. Et si on parle après d'actions concrètes, l'une des actions de la mission Une seule santé, par exemple, ça va être de s'approcher des écoles et d'étudier dans les écoles tous les déterminants de la santé, donc relation à la nature et aux vivants, à la biodiversité, écosystème extérieur à l'école, mais aussi intérieur au sens physiologique, puisque microbiote compris, alimentation, qualité de l'air, bâti, enfin bref, enjeux psychosociaux aussi. Et on essaye de penser la santé collectivement sur tous ces aspects-là, sur comment est-ce qu'on prend soin de ceux qui ont besoin de soins. Voilà, parmi un axe sur lequel on travaille. Loïs, si tu veux quelle relation avez-vous avec
parce que je pense qu'il y a un élément très important aussi qui est d'essayer de faire passer ces messages à l'école, aux enfants. Quelle relation avez-vous dans ce contexte avec l'éducation nationale et les professeurs de lycée, les professeurs de SVT en particulier? Nous essayons également d'avoir des actions avec les professeurs de SVT. On a quelques expériences en milieu scolaire là, actuellement et on a en particulier des jeunes de seconde et de première qui ont choisi de travailler sur les thèmes de santé-environnement. Ils vont faire une restitution de leur travail dans le courant de l'année. Là. Ils vont le faire là dans 2 jours. Donc, est-ce que vous avez des contacts comme ça aussi? Vous en- On vous entend plus, on vous entend pas. On vous entend plus. Oui, Est-ce que là, vous nous entendez? oui, c'est bien. Super. Les compétences de la ville se centrent sur la petite enfance, hein. Plutôt, nous, c'est crèche et école maternelle primaire. Au-delà de ça, c'est plus de la compétence de la ville. Donc, on agit sur ces âges-là, hein, jusqu'à 10, 11 ans. Et donc, oui, on est en train de mettre en place là un projet avec 3 écoles pilotes où on va aborder tous les déterminants de santé avec d'abord un état des lieux, quels sont les besoins ressentis par l'équipe éducative, par les parents, les familles et les enfants en eux-mêmes. Et puis, on fait intervenir, à partir de cet état des lieux, des animations, de la sensibilisation, aussi des actions plus... Au-delà de la sensibilisation, hein, vous avez l'air de différencier action et sensibilisation. Il peut y avoir des aménagements, par exemple de la cour d'école pour la végétaliser, pour en faire un potager, où ça devient un espace éducatif et non pas juste un espace extérieur qu'on qualifie d'environnement. Voilà, c'est ce type de choses-là qu'on essaie de développer. Je te laisse. Et peut-être pour C'est vécu rebondir comment? aussi sur l'aspect purement éthique, je ne sais pas si vous m'entendez bien, sur l'aspect plus proprement éthique et moins pratique en fait de ces sujets-là, même si les deux sont évidemment liés. Ce que Léonie évoquait, c'est aussi de notre point de vue, l'intérêt de l'approche une seule santé, c'est de la mise en évidence des interdépendances. Interdépendances que l'on connaît déjà dans la sphère de la santé publique depuis au moins le 19e siècle, sur la nécessité d'avoir des approches collectives de la santé publique, parce que la santé des plus précaires, quand on parle de maladies contagieuses par exemple, est liée à la santé des plus aisés. Et en fait, l'apport de l'approche une seule santé, c'est d'étendre cette attention aux interdépendances aux non-humains, que ce soit des végétaux, des animaux et même des éléments comme l'air, l'eau, etc. Et finalement, ce qui nous semble intéressant, c'est que ça rend visible ce qui souvent est invisible, ou en tout cas rendu invisible. Et donc, en termes de politique publique, ça pose aussi la question de l'objet même des politiques publiques, c'est-à-dire est-ce que l'on, par exemple, est-ce que l'objectif d'une politique publique de santé, c'est, je sais pas, d'améliorer l'espérance de vie, ou est-ce que c'est plutôt d'agir pour que les réductions d'inégalités sur l'espérance de vie, oui, pour agir pour la réduction des inégalités en la matière, c'est quand même des politiques publiques qui sont différentes. Dans le premier cas, on va plutôt, je caricature un peu, mais plutôt porter l'attention sur les progrès thérapeutiques, etc. Donc plutôt sur un axe curatif. Dans le second cas, on va peut-être axer davantage sur la prévention, parce que on sait que si on a un environnement sain, dans l'ensemble, ça donne à chacune et chacun la possibilité de faire des choix. Et là aussi, c'est un sujet éthique, me semble-t-il, de quelle est la place de la santé? Est-ce que c'est un objectif en soi? Est-ce qu'on le conçoit plutôt comme la capacité à placer les individus et les collectifs dans une capacité de faire des choix parce qu'ils sont en bonne santé? Voilà, enfin, nous, en tout cas, c'est des questions qu'on se pose aussi pour ne pas faire non plus. On essaie d'avoir une vision critique aussi de notre propre sujet, c'est-à-dire qu'une seule santé, ça doit pas être un hygiénisme nouveau qui interdit toute forme de dégradation de l'environnement, etc. Bien sûr que, enfin voilà, la question même de dégradation de l'environnement, en fait, elle est déjà à questionner. En fait, voilà, il y a beaucoup de sujets. Léonie maîtrise ça mieux que moi encore. La question des espèces invasives, par exemple, est-ce que c'est une dégradation de l'environnement ou est-ce que c'est une adaptation de l'environnement à une perturbation qui fait nécessairement partie de la vie d'un écosystème? Voilà. Enfin, pour le brosser un petit peu, nous, il y a pas mal de questions comme ça qu'on se pose et qui Il y a énormément, il y a énormément se situent sur un terrain éthique avant de se traduire derrière sur des actions concrètes. Il y a énormément de questions dans ce que vous avez soulevé.
en particulier sur celui de savoir comment on aborde le problème des inégalités sociales et de la disposition. Hein, et donc, savoir si, comme on avait organisé il n'y a pas très longtemps, là, on a une grosse équipe de recherche qui travaille autour des inégalités sociales de santé. Et donc, on avait organisé une réunion avec un philosophe qui travaille sur ce point-là, qui est dans l'espace de réflexion éthique de l'Île-de-France, qui s'appelle Paul-Loup Veil-Dubuc, qui a sorti un bouquin sur le sujet, hein, et qui est celui de savoir finalement comment on aborde ces points-là. Est-ce qu'on les aborde, comme vous le dites, en compensant et en essayant de réduire ces inégalités en compensant pour permettre à chaque personne de pouvoir de pouvoir avoir les ressources qui lui permettent de faire ses propres choix, euh, ou bien est-ce qu'il faut agir de façon plus fondamentale, puisque les constats sont que quand même, depuis des années qu'on a cette orientation et cette action-là, on n'arrive pas à réduire les inégalités de santé. Hein. Et donc l'idée étant, comme le proposent d'autres, comme Didier Fassin ou d'autres, hein, il y a peut-être des éléments plus structurels et plus fondamentaux qui sont à l'origine des inégalités sociales et qu'il faudrait peut-être avoir d'autres types d'actions. Et ça, c'est un sujet très complexe. Et donc, quand on y rajoute effectivement aux inégalités sociales de santé le problème de l'environnement, on en arrive effectivement à des questions, comme vous le dites, qui vont un peu dans beaucoup de sens et ça devient extrêmement compliqué. Mais ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, c'est finalement les expériences que vous menez au niveau des écoles, parce que finalement, c'est là, quand on est dans l'action, qu'on se rend compte que le concept c'est bien, mais que l'action, il faut voir comment ça se passe. Comment sont vécues les actions que vous mettez en place par les parents des enfants, dans les environnements où vous le faites? Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous accompagnez ça d'une formation de ces personnes-là, de telle manière qu'ils puissent avoir cette prise de conscience que vous avez et la raison pour laquelle vous faites ça? Alors, notre réponse va être un peu décevante parce qu'en fait, la mission Une seule santé là, a été mise en place très récemment en juillet 2024. Donc en fait, là, on est en train d'arriver dans les écoles. Donc on n'a pas encore, ce qu'on évoquait là, c'était le projet. On n'a pas encore pu le déployer. Donc on pourra vous dire ça d'ici 6 mois, un an à peu près, les retours des parents et des enfants. Mais en tout cas, l'objectif pour nous, c'est d'avoir une approche globale de la communauté éducative et voilà, d'adapter les messages, mais de pouvoir porter les messages à la fois auprès des enfants, des familles, des enseignants et des agents de la ville qui interviennent dans les écoles. Donc, bien sûr, par de la formation, comme vous le proposiez aussi. Très bien, bah, écoute, moi je serais très intéressé et comme d'autres certainement, de savoir comment vos actions se passent. On vous les partagera avec plaisir. Simplement, on doit vous quitter à écart parce que nous, on enchaîne à 30 sur une autre réunion et on a le trajet à faire. Donc, du coup, on vous quitte dans 2 minutes, mais au plaisir de rééchanger après. Bon, J'espère que vous partez en vélo, hein? Bah oui. je Très pense bien. que on échangeait avec Gilbert, donc Georges, on va encore solliciter la ville de Marseille, mais si ça vous convient, d'ici la fin de l'année, on pourra justement organiser un webinaire sur justement l'évaluation des actions mises en place sur ces sujets-là. Voilà, est-ce que, notamment vis-à-vis des écoles, je pense, je voulais vous interroger, mais il y a Zéneb, elle a sa main levée, puis vous devez partir, mais je trouve que il y a un cas d'école, monsieur Clanet aussi intéressant, qui est sur les ZFE. Vous voyez Oui, oui, comment je ça, sais. le discours a évolué, comment le discours a évolué. Et voilà, c'était encore pour montrer qu'on pénalisait encore plus des catégories sociales qui ont besoin absolument de leur voiture, qui sont, etc., etc.
Voilà, C'est mais la ça, même ne va pas situation réentamer le chez sujet avec, chez les, avec chez les... les agriculteurs. Les agriculteurs, hein, c'est pareil. Ouais. Je crois que et le recul qu'il y a effectivement. Mais j'écoute les questions plutôt. Donc voilà, Zeynep, donc si la ville de Marseille est d'accord avec une autre ville, mais on fera un webinaire à Gilbert, c'est ce qu'on était en train de faire ouais, par SMS quand vous aurez des éléments un peu concrets, si ça vous convient comme ça? D'expérience, avec plaisir. Très bien. Ce sera avec plaisir, d'autant plus que pour répondre un peu à votre question, Monsieur Clanet, c'est sur les discussions qu'il y a en amont qui sont considérables avec des cultures très différentes comme Ouais, l'éducation nationale, et toutes ces grandes institutions qui doivent rentrer aussi dans ce concept pour adhérer à toute cette démarche. Et je crois que ça, il y a un travail en amont avant la réalisation ouais, qui est ouais, énorme. ouais. Ça, je pense que c'est un excellent point, Georges, tout à fait. C'est que au-delà d'acculturer les parents, enfin les enfants finalement c'est un terreau plus fertile, mais il y a aussi ces grandes institutions en tous les cas qui sont tous sur ces sujets-là et pour lesquels il y a un travail de conviction et en tous les cas de donner envie à rentrer aussi dans ces démarches. Donc ça c'est important. Zéneb, je vois, et tu as levé ta main depuis un certain temps, pardon. Oui, Passe la non, parole. mais je profitais des échanges et de la discussion, il y a pas de problème. Merci en tout cas de me donner la parole. Donc moi, je suis médecin radiologue, je suis élue de la ville de Pessac, qui est la troisième ville Bordeaux Métropole. J'ai la délégation santé, une ville de 66 000 habitants. Bon, j'aurais quelques remarques, je vais essayer d'aller vite. Ma première remarque, c'est que le concept Une seule santé, One Health, c'est vrai que c'est un concept qui reste intellectuel, qui est très séduisant pour nous qui sommes médecins notamment, et qui a une certaine forme de cohérence. Néanmoins, comme beaucoup l'ont rappelé, les actions sont difficiles à construire, à faire partager, avec quand même, on voit bien à Marseille, il faut une ingénierie administrative en ressources humaines, mais aussi en ressources financières, qui n'est pas négligeable. Donc, ça, je trouve que c'est un petit frein parce que ça nécessite des moyens. Enfin, ma deuxième réflexion par rapport à One Health, alors que moi, j'étais très intéressée, c'est que de plus en plus, il y a un discours qui est plus d'ordre philosophique et donc, je pense, d'ordre éthique, qui dit qu'avec ce type de concept, on placerait l'humain au même niveau, au niveau des droits, que le reste de la biodiversité, c'est-à-dire la faune, la flore. Et ça, c'est quelque chose qui interroge les humains que nous sommes et qui devrait également être réglé ou mieux compris. Sinon, beaucoup de gens disent ben, c'est de l'idéologie, c'est difficile à mettre en place. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième question s'adresse à notre présentateur, que je remercie. Il a parlé de la diminution des oiseaux, qui est un phénomène mondial et qui est très, très bien documenté. Et ses principales causes sont les éoliennes, la déforestation, le changement climatique et je crois l'agriculture intensive. Je voulais savoir si dans les études qui ont été présentées à Toulouse, on avait les parts du changement climatique, des éoliennes, ou si vraiment c'était juste quelque chose en général. Et d'autant plus qu'on voit que de plus en plus, même les écologistes les plus comment dirais les plus convaincus parlent encore du changement climatique, mais parlent maintenant de l'adaptation au changement climatique. Ça veut dire qu'on se rend compte quand même que malgré tous les efforts qui sont faits, si tous ces efforts ne sont pas mutualisés, si l'Allemagne, les États-Unis continuent à forer, comme dit leur président, la Chine continue à produire le charbon et l'Allemagne aussi, ben on va avoir beaucoup de mal, nous en tant qu'humains et en tant qu'activité humaine, à faire changer la dynamique qui est malheureusement vers un réchauffement climatique. Enfin, ma troisième remarque, si vous avez parlé des zoonoses, et c'est vrai que ce sont souvent des zoonoses qui sont à l'origine d'épidémies, mais pour que le grand public continue à nous suivre dans nos éventuelles recommandations, il faudrait beaucoup de transparence. Et donc, l'histoire et la farce, moi que j'appelle du pangolin, il faudrait quand même que les gens en soient conscients. On sait très bien que pour ce qui est de la dernière épidémie Covid, ce n'est pas une zoonose et ça a été prouvé et rappelé par notre ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Enfin, la pollution de l'air et les ZFE, qui maintenant
c'est une contestation qui monte à juste titre. Moi, personnellement, dans notre groupe politique, nous ne sommes pas du tout des climato-sceptiques, mais nous avons vu arriver cette réglementation des ZFE à Bordeaux Métropole et nous avons appelé ça des zones à forte exclusion. Il y a déjà plus de 2 ans que nous en parlons. Donc, c'est vrai que mettre en balance le risque sanitaire qui sont ces 40 000 décès, même si ce sont des 40 000 décès qui sont modélisés, ce ne sont pas des 40 000 décès qui sont comptés dans la population, ça reste une modélisation. Donc voilà, si on ne veut pas rentrer dans l'écologie punitive et que les gens ne vont pas suivre, il faudrait pouvoir réfléchir différemment. Enfin, pour vous donner notre expérimentation à Pessac, c'est qu'en plus des différentes délégations que nous avons à la mairie, nous avons mis en place une délégation du vivant qui porte essentiellement le bien-être animal, la biodiversité, en plus de la délégation santé et transition écologique. Et pour ce qui est des réductions des inégalités sociales, qui est difficile à mettre en place, nous avons 3 quartiers politiques de la ville à Pessac, nous mettons l'accent sur les grands messages de prévention et nous faisons en sorte au niveau des CCAS de faire en sorte que ces populations-là aient accès à un médecin traitant. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous pouviez apporter quelques compléments, je serais ravie. Merci beaucoup. Quelques éléments sur vos réflexions qui sont pertinentes et très pertinentes. La première, c'est effectivement sur le One Health, c'est le concept et le discours philosophique autour. Alors, je vous ai épargné effectivement la réflexion philosophique qu'il y a eu en fin de journée, que vous pourrez regarder si vous voulez, où nous avons eu un philosophe qui s'appelle Dupuy, et qui critique effectivement cette notion qui fait que maintenant certains anthropologues ou philosophes comme Descola veulent considérer que finalement le concept de nature n'existe pas et que c'est une construction, le naturalisme, que les Occidentaux ont créé dans la période, à partir de la période des Lumières. Donc, il y a toute une réflexion autour de ce sujet, et il y a eu une conférence philosophique d'un philosophe un peu engagé pour dire que la nature, ça existe effectivement, et qu'il avait quelques difficultés à considérer que on pouvait donner des droits à des personnes non humaines ou à des massifs ou à des montagnes ou à des choses comme ça, même si c'est effectivement, alors on peut envisager les choses de façon sous un autre angle à un moment donné pour essayer de faire en mettant des droits à une montagne comme ça a été fait en Australie, ça permet aux aborigènes de faire respecter une montagne qu'ils considèrent, eux, dans leurs environnements aborigènes comme sacrés. Donc ça a donné lieu à ça donne lieu à beaucoup de discussions et je vous suis tout à fait là-dessus. Deuxième point, c'était sur les oiseaux et sur la disparition des oiseaux. Je vous ai montré dans la diapositive qu'il y avait des facteurs majeurs, et les 3 facteurs majeurs qui étaient effectivement la déforestation, la diminution de la biodiversité et en particulier l'industrie agroalimentaire, puis des facteurs mineurs. Mais si vous souhaitez avoir quelques éléments sur ce sujet, dans le magazine ou le journal du web qui s'appelle The Conversation, vous pouvez aller, il a fait un petit récapitulatif de cette recherche très facilement accessible. Il s'appelle De Victor, hein, le chercheur, et il a fait un article il y a un an à peu près dans The Conversation où vous pouvez trouver ces éléments et donc où il explique très précisément à la fois la méthodologie et les divers aspects concernant les mécanismes. Donc je pense que ça c'est tout à fait possible. Le troisième point, bien sûr, effectivement, aujourd'hui, on va de plus en plus vers l'adaptation au réchauffement climatique. Et la question fondamentale, c'est de savoir si l'écologie punitive, comme vous le dites,
est l'approche qu'il faut avoir. On se rend bien compte que l'écologie punitive sur les ZFE, sur les agriculteurs, etc., ça ne marche pas. Hein, et il faut arriver à faire passer les messages par d'autres moyens. Mais dans ma vie, maintenant, je commence malheureusement à avoir une longue expérience. Je n'ai vu dans des petits environnements et pour d'autres sujets les gens complètement changer de comportement qu'à partir du moment où il y avait où l'environnement par lui-même devenait tellement difficile qu'il fallait changer quelque chose. Hein. Et je pense que les gens ne changent vraiment de comportement que quand ils sont confrontés à la situation. Et arriver justement à faire passer des messages de prévention et d'anticipation, surtout s'ils doivent devenir punitifs, c'est compliqué. Et je comprends très bien que quand on est élu et quand on a des actions à mettre en place dans les environnements dont vous avez parlé, eh bien, c'est des actions qui ne sont pas simples. Alors il faut peut-être faire comme les Australiens ou la Nouvelle-Zélande a fait à un moment donné pour le tabac, a décidé qu'on arrête définitivement l'industrie du tabac et on compense par autre chose, etc., quoi. Mais bon, ça a duré 4 ans, ils ont baissé effectivement, mais là, l'environnement politique a changé et donc je pense que cette interdiction va être levée. Mais cette expérience-là est intéressante pour démontrer comment, à un moment donné aussi, on peut agir politiquement de façon plus structurelle en imposant quelque chose qui est parfois un peu compliqué à admettre par les citoyens, quoi. Merci beaucoup. Gilbert? Bien, bah, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Pas d'autres questions dans le Non, chat. bah, écoutez, je crois qu'on peut remercier Michel Clanet. J'espère que tout le monde est convaincu de l'importance de l'éthique. Ça, je pense que les élus à la santé le sont. Qu'il y a, à travers les espaces éthiques régionaux, des appuis qu'on peut trouver en tant qu'élu, hein. En tout cas, moi, personnellement, je suis toujours très heureux de participer aux réunions organisées par l'espace éthique régional. En tout cas, Michel Canet, merci beaucoup, hein, de votre intervention et euh, peut-être à bientôt. Voilà. J'espère. Bientôt. En Je tous suis les aussi cas, très heureux. on essaye de contribuer à la connaissance des espaces éthiques. J'espère qu'à travers ces webinaires, sur un sujet, en effet, comme je vous le disais, on est sur un sujet sur lequel, à la fois, comme dit Gilbert, les élus sont convaincus, mais ils se disent, est-ce que c'est finalement une préoccupation que je dois aussi intégrer? Et c'est vraiment important, en tous les cas, d'avoir ces moments presque d'arrêt sur image avec vous. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, on se donne rendez-vous le 13 mai pour le prochain webinaire et ensuite, ça sera le 17 juin. Voilà, on vous dit à très bientôt Merci et à vous de merci. m'avoir permis de discuter de ce sujet avec vous et d'avoir aussi vos expériences parce que je trouve que c'est tout à fait passionnant. Voilà. Merci Et infiniment. bon Merci courage pour la. Au beaucoup. revoir. Merci à tout le monde. Merci et très intéressant. Et donc, à bientôt, Georges. À bientôt. À bientôt, Zaneb aussi. À bientôt, Guy. À bientôt, Au tous revoir. ceux à qui je ne dis pas au revoir de manière personnalisée. Voilà. À bientôt, Véronique, et merci. Allez, au revoir. Au revoir.